Dernier numéro du grand rendez-vous pour cette semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Quel temps fera-t-il demain? On le découvre ensemble avec la météo. Bonsoir aux populations de Kéto dans le département du Plateau. Merci d'être avec nous ce soir. Nous avons au menu 3 rubriques avec la révolution numérique et la ruée vers les nouvelles technologies. Nous produisons de plus en plus de déchets électroniques et électriques. Très souvent, ce sont des déchets. Ces déchets sont rejetés dans la nature sans tenir compte des dommages sur l'environnement et l'humain. Et pourtant, une autre solution pourrait être envisagée, le recyclage. Cette solution est-elle celle qu'il nous faut? Eh bien, l'invité de Nature et Bien-être répond oui, sans aucun doute. Et nous le recevons pour vous dans un instant. Avec le taux de chômage qui demeure inquiétant au Bénin, de nombreux jeunes béninois se lancent dans l'entrepreneuriat. Et pour eux, se faire connaître et partager leurs idées passe par la participation à un salon de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que les startups y gagnent véritablement? On y répond avec l'expert du jour. Sur Horizon Culture, nous allons nous intéresser au cinéma béninois. Pour beaucoup de cinéphiles, voir le quotidien dépeint dans les œuvres cinématographiques est toujours beaucoup plus intéressant. Certains réalisateurs béninois sont d'ailleurs friands de ce concept. On vous dit tout sur ce cinéma béninois qui raconte nos réalités. Vous le savez, le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Uvaïs Balogun est aux commandes au niveau de ce 1945. Nous le laissons pour la présentation des titres. Bonsoir Agnat Bello. Eh bien, dans l'actualité ce soir, nous parlerons des premières journées béninoises de dermatologie-vénérologie, une rencontre qui pose la problématique de la peau face aux effets du changement climatique. Ensuite, nous irons à la découverte de ces jeunes qui ont des projets de création d'entreprises, mais qui ne savent pas toujours comment s'y prendre. Et enfin, le Sénégal s'active pour la prochaine campagne de commercialisation de la pomme de terre. Les acteurs du dit secteur ont fait le tour des exploitations pour constater la maturation de la production. Ainsi donc se résume l'actualité de ce soir. À vous. Merci à vous, Uvaïs Balogun. Nous vous retrouvons à 19h45. En attendant, le premier plateau s'installe. Nature et Bien-être. Voilà, avec Nature et Bien-être, ce soir, nous allons revenir sur les déchets électroniques et électriques. Mais avant, suivons ensemble ce reportage de Amandine Agnambossou sur le sujet qui plante le décor. Le développement de la science et de la technologie rend l'homme de plus en plus dépendant des appareils. Au bureau comme à la maison, l'homme a besoin des équipements électriques et électroniques au quotidien. L'homme est devenu esclave du progrès. Au Bénin, par exemple, des milliers de tonnes d'équipements électriques et électroniques atterrissent sur le territoire. De façon générale,
Ces produits nous viennent de l'Occident pour faire court. Principalement, nous avons des grands producteurs tels que la France, il y a les États-Unis, qui, dans la difficulté de gestion ou dans une bonne politique ou stratégie de gestion de ces produits usagés, qui sont finalement des déchets électroniques et électriques, se retrouvent dans la possibilité en fait de convoyer en fait ces produits usagés vers des pays en voie de développement. Je peux vous dire qu'on envoie aussi ces produits-là en Chine. Donc pourtant la Chine, on ne peut plus dire que la Chine est un produit en voie de développement aujourd'hui. Donc en gros, ces déchets proviennent de l'Occident. Mais que deviennent les déchets électriques et électroniques? Selon l'Organisation des Nations Unies, en 2007, le Bénin est passé de 6 000 à 8 000 tonnes de déchets électriques et électroniques. Ces équipements de deuxième main pour la plupart se retrouvent très tôt sur les dépotoirs et décharges. L'eau de pluie, lessive, tous les métaux lourds qu'ils contiennent et cela entraîne la pollution de la nappe phréatique. Les déchets électriques et électroniques qui évidemment constituent une source importante de pollution de l'environnement. Et donc, ces déchets, de façon générale, qui sont des produits usagés, contiennent un certain nombre de produits toxiques et donc qui polluent de façon générale l'environnement. Ceux qui travaillent sur ces déchets sauvages, à force de casser, d'inhaler les gaz et de brûler les plastiques, sont totalement exposés aux maladies et en meurent en silence sans que personne n'arrive à faire le lien entre leur travail et leur décès. Il y a plusieurs composantes de ces déchets-là. Par exemple, il y a une part de plastique, il y a une part de céramique. Donc, il faut recycler. Ça veut dire qu'en temps, il faudra séparer chaque partie qui compose ces déchets-là et maintenant les réutiliser, donc les transformer à faire autre chose, d'accord, ou les réutiliser autrement. Dans son œuvre, le manifeste pour la gestion rationnelle des déchets électriques et électroniques au Bénin, l'expert et consultant international en environnement, l'ancien ministre Rogatien Biaou, affirme que les déchets électriques et électroniques présentent des conséquences graves sur la santé humaine et sur l'environnement. Il faut, selon lui, 485 millions de francs CFA par an pour la collecte, le tri, le stockage et le traitement de ces déchets au Bénin. Voilà, 485 millions de francs CFA pour mieux se porter. On se demande si c'est un trop grand prix. La santé n'a pas de prix, la vie humaine n'a pas de prix. Justement, Amandine Agnon-Bossou, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous, Agnès Bello. Alors avec vous, ce soir, on s'intéresse aux déchets électroniques et électriques. On se demande si le recyclage n'est pas la solution. Et pour en parler, à vos côtés, Stéphane Zizidoré. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous reçoit ce soir en tant qu'expert en gestion des déchets. Merci. Alors, le profil est bien tombé et bien trouvé, comme on le dit. Le profil est bien tombé puisqu'il va partager avec nous son expérience dans le recyclage des déchets électriques et électroniques. Mais avant, moi, j'ai envie de lui demander quels sont les types de déchets électroniques que nous avons. Monsieur Zizidoré. Très bien, je vous remercie. En fait, les déchets des équipements électriques et électroniques se catégorisent en 4 grands groupes. Vous avez les gros équipements composés des réfrigérateurs, des congélateurs, des cuisinières. Ensuite, vous avez les petits appareils ménagers composés des chauffe-eau, des chauffe-eau et puis des petits appareils de cuisine. Oui. Vous avez ensuite les appareils informatiques de télécommunication, les téléviseurs, les écrans d'ordinateur, ainsi de suite. Et enfin, vous avez les autres équipements qui sont composés des rasoirs, des petits appareils téléphoniques, des lampes torches, etc. Voilà un peu comment on séquencie. Les climatiseurs sont dans quelle catégorie? Ils sont dans la première catégorie, Les bien gros. sûr. Les gros. OK. Maintenant, tous ces appareils, une fois hors d'usage, constituent un problème pour l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste le recyclage? En fait, on peut définir le recyclage comme un procédé de traitement des déchets et de réutilisation des matériaux issus de ces déchets pour les introduire dans le cycle de production d'autres équipements ou d'autres produits, soit équivalents ou différents. Et le recyclage permet de diminuer la quantité et le volume des déchets
en circulation sur le territoire Oui. et en même temps de diminuer la pollution qu'elles entraînent. Donc c'est aussi une manière de préserver les ressources naturelles parce que la réutilisation des matériaux premiers qui sont utilisés sont réintroduits dans le cycle de production. Et dans le cas des D3E, quels sont les différents types de recyclage? Très bien. Et si je prends l'exemple du Bénin, nous avons 3 principaux types de recyclage. Le premier type de recyclage qui est très fréquent et qu'on retrouve partout, c'est la récupération des matières précieuses. C'est-à-dire, vous avez du fer, vous avez de l'aluminium, vous avez du cuivre, vous avez d'autres matières précieuses telles que de l'or et tout. Mais Qu'on retrouve dans ces appareils-là. Dans ces appareils, forcément. Vous avez du cadmium et tout ça. Mais la spécificité, le temps de traitement de ces déchets ne permet pas de récupérer ces matières premières précieuses. Mais sinon, le reste, le cuivre et consorts, sont récupérés de manière et réutilisés dans d'autres cycles, mais de manière un peu sauvage ici au Bénin. D'accord. Alors, dans le reportage, on a dit que pour pouvoir recycler, ça a aussi un coût. Est-ce que c'est parce que ça coûte trop cher qu'on n'arrive pas forcément, tout le monde n'arrive pas à aller au recyclage? Oui, en fait, pour recycler, ça a un coût forcément, mais ça se prévoit, le recyclage. Le recyclage commence déjà à l'achat du matériel. Et les réglementations qui sont mises en place devaient permettre à ce que lorsque vous achetez un équipement, vous puissiez payer déjà une écotaxe qui va permettre de financer un organe ou une agence chargée de la récupération et du recyclage de ces équipements lorsqu'elles arriveront en fin de vie. Et lorsque vous avez aussi des sociétés dont je tais le nom ici, qui mettent sur la place des équipements comme des décodeurs, ils doivent s'engager lorsque ces décodeurs sont à changer ou sont à sortir du cycle d'exploitation, à les récupérer pour les recycler. D'accord, mais il y a quand même des structures, hein, quand on prend d'autres pays où c'est prévu déjà, dès que vous l'achetez, que vous n'en avez plus besoin ou que vous supposez qu'il est détérioré, vous avez la possibilité de le faire même racheter. C'est vrai, à un coût extrêmement bas, mais au moins ils peuvent les récupérer. Est-ce que pour vous, c'est ça la solution? Mais est-ce que tout le monde peut s'y engager? C'est une partie de solution. Aujourd'hui, dans certains pays, dans les pays développés, lorsque vous voulez acheter un matériel neuf, vous ramenez l'ancien matériel et on vous le prend à un prix. Malgré ce que vous avez déjà. Malgré ce que vous avez déjà, vous ramenez l'ancien plutôt appareil et on vous le reprend à une certaine valeur qui compense avec le prix du nouvel équipement. Du nouvel achat. Du nouvel achat. Ce qui fait que, quelque part, ça facilite la floraison. Ça encourage à la consommation. C'est une manière aussi d'inciter la consommation. Chez nous, ces habitudes ne sont pas encore instaurées. Oui, mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faudrait peut-être qu'on pense aussi à ces venues de France. Quand le circuit de distribution et d'achat n'est pas très bien connu, bien maîtrisé, bien encadré, ce n'est pas possible de pouvoir aller vers ce genre de solution que vous proposez. Oui, aujourd'hui, la loi permet d'importer sans taxe les produits réutilisés, déjà utilisés ailleurs, notamment dans les pays développés. Ils viennent ici sous forme de seconde main et ça permet d'une part de combler le fossé numérique et d'autre part, ça donne une certaine aisance économique et sociale parce que celui qui a la télévision chez lui, il est d'une certaine catégorie, il a atteint un certain niveau de développement. C'est ce qu'on se dit. Mais est-ce que ces produits qui ont atteint un cycle de vie et ne sont plus utilisés dans d'autres pays vont constituer des matières neuves chez nous? Je pense que quelque part, nous récupérons les déchets des autres pour en faire encore des déchets chez nous. Donc nous sommes devenus la poubelle du monde. Bon, et ici, on oublie un peu ces aspects parce que je pense qu'il ne faut pas oublier l'aspect économique de la chose. Qu'on le veuille ou pas, toutes les couches de notre société n'ont pas les moyens de pouvoir aller vers du neuf tout de suite. Parce que c'est aussi ça, hein. Aujourd'hui, tout le monde veut l'électronique, on veut l'électrique, on veut le cuiseur, on veut le frigo, la télé, mais on n'est pas prêt à débourser pour du neuf. Donc, ces solutions sont, pour l'instant, les solutions toutes trouvées palliatives. En attendant, les solutions sont déjà là. Et pourtant, après coup, il faut les rejeter dans la nature. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement que ce soit encore nous qui payons pour cela? Forcément, c'est le recyclage. C'est le recyclage. Aujourd'hui, de plus en plus partout dans le monde, et on va vers le recyclage, on va vers la préservation des ressources naturelles, on va vers la réutilisation, que ce soit dans les équipements électriques et électroniques, que ce soit dans l'alimentation, partout, on rentre. C'est le moment du recyclage.
Et le recyclage, ce n'est pas seulement prendre du vieux pour en faire du neuf. C'est aussi donner une nouvelle attitude. C'est que les gens pensent que c'est forcément le neuf qui est bien. Il faut changer l'état d'esprit des gens. Et aujourd'hui, nous, on travaille à réinsérer les équipements qui sont en fin de vie ou qui ne sont plus utilisés dans un circuit formel et dans les écoles principalement, pour permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité d'accéder aux appareils électroniques informatiques. Mais vous les recueillez comment? Vous faites comment la collecte? On fait des appels à collecte. On demande, on écrit. Si j'ai un ordinateur que je n'utilise plus, je vous appelle, je vous donne. Voilà. Si dans la zone où nous avons, si c'est à Boïcon, à Cotonou, on envoie des courriers, on envoie des communiqués dans des maisons, dans des structures, et on dit nous passerons tel jour et tout. Et voilà, on vient, des fois on nous dit bon, on ne peut pas compte tenu de ci et de ça, surtout dans les administrations publiques, mais souvent certaines administrations privées qui veulent s'en débarrasser, vu que ça encombre aussi, parce qu'on laisse toujours traîner ça dans les couloirs. Donc on les ramasse et puis nous, on en fait du neuf. Vous les réparez ou bien comment ça se passe? Vous savez, le cycle de recyclage de ces appareils, nous avons deux principaux catégories. Tout ce qui concerne les softs, c'est-à-dire les hardware, les écrans, les tablettes qui ont 7 pouces, plus de 7 pouces de diamètre, c'est-à-dire 18 cm, vont d'un côté. Tout ce qui concerne les unités centrales, les disques durs, les claviers, les souris, ainsi de suite, vont d'un autre côté. Ce n'est pas les mêmes genres de traitement. Les premiers vont dans une dépollution, les seconds vont dans un démantèlement. Donc, lorsqu'ils arrivent, nous faisons ce qu'on appelle d'abord le check-in. Là où il y a des encres, ainsi de suite, on les enlève, on nettoie. Et après, maintenant, on fait le tri. Lorsqu'on fait le tri, après le tri, on fait le démantèlement. Pour ceux qu'il faut démanteler, on ouvre et tout. Et on commence à chercher qu'est-ce qui est encore utile dans les circuits, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut encore utiliser? Quand on prend un appareil, alors tout n'est pas gâté. Ah non. Ah non, il y a toujours quelque chose à récupérer. Toujours. Même l'ultime récupération peut servir encore à quelque chose. D'accord. Je crois que c'est sur cette recommandation, même l'ultime, peut servir encore à quelque chose. C'est fini pour ce plateau. C'était un plaisir de vous avoir. Et donc, avec vous, sur ce plateau, on a parlé des déchets électroniques et électriques. Donc, mesdames et messieurs, surtout, vous le savez déjà, il faut qu'on puisse aller vers le recyclage. C'est la solution pour vous et nous, pour mieux nous porter. Nous passons à présent à une autre rubrique, l'expert. Voilà, sur l'Expert, ce soir, nous recevons pour vous Emmanuel Francisco. Il est entrepreneur et avec lui, on va s'intéresser à la participation à un salon dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que gagnent véritablement les startups? Bonsoir et merci d'être avec nous, Monsieur Francisco. Bonsoir, le plaisir est pour moi. Alors déjà, dites-nous, vous en tant qu'entrepreneur, vous avez certainement participé à un certain nombre de salons. Est-ce que c'est toujours utile d'y participer? C'est toujours utile de participer à des salons, des forats, on va dire forums si vous voulez, comme ça, parce que à ces rendez-vous-là, vous confrontez en fait votre expérience à celle de personnes qui ont certainement déjà pris par ceci ou par cela. Vous apprenez, vous recevez toujours quelque chose davantage. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. D'accord. Alors dites-nous, pour vous, c'est quoi spécifiquement un forum sur l'entrepreneuriat? Alors un forum sur l'entrepreneuriat, c'est un cadre. Vous savez, une plateforme sur laquelle beaucoup de personnes qui sont dans le secteur de l'entrepreneuriat spécifiquement se retrouvent, les institutions, les entreprises, les entrepreneurs, les clients aussi, les prestataires, tout le monde se retrouve pour discuter des questions, de la question de l'entrepreneuriat. Vous savez, les conditions dans lesquelles l'entrepreneuriat se fait, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat spécifiquement dans ce domaine-là. Et vous étiez en train de le dire que voilà, je suis aussi ici avec vous dans ce cadre pour qu'on puisse parler d'un forum sur l'entrepreneuriat qui a lieu ici en Afrique et qui concerne
concerne l'entrepreneuriat en Afrique. D'accord. Alors moi, j'aimerais bien qu'on puisse revenir un peu sur les différents maillons que vous avez cités là. Quelle est leur utilité au niveau de ce forum? Parce qu'on aurait pensé que c'était seulement un forum qui ne concernait que les startups, mais là, il y a les autres maillons aussi de la chaîne qui sont invités. Oui, bien sûr, les autres maillons de la chaîne qui sont invités parce qu'il se passe en fait un partage d'expérience, un transfert de compétences, d'informations. Vous savez, quand il y a un forum comme ça et que ces différentes parties-là se retrouvent sur un plateau, chacune apporte ce qu'elle a. Chacune apporte soit une information, soit une expérience. Chacune apporte, vous savez, quelque chose à l'autre partie qui se retrouve sur ce forum-là, sur cette plateforme-là, pour galvaniser l'autre d'une manière ou d'une autre. Et ça dépend aussi de la thématique qui est abordée. Vous voyez, quand par exemple sur un forum, les structures étatiques, les institutions se trouvent là, elles expliquent un peu le mécanisme qui est en place, ce qui accompagne les entreprises, les startups, les entrepreneurs, toutes les opportunités que toutes ces personnes-là, tous ces acteurs-là peuvent avoir lorsque ils se trouvent sur le marché spécifique peut-être de ce pays ou de cet espace dans lequel se tient le forum. D'accord. Alors, j'aime bien ce concept quand vous parlez de partage d'expérience. Est-ce qu'on aura peut-être des entrepreneurs qui ont pignon sur rue, des personnes qui ont réussi, comme on le dit, qui vont peut-être montrer à des jeunes qui s'initient à l'entrepreneuriat comment le faire, comment tenir le bon bout et le bon filon? Absolument. Et c'est d'ailleurs, je vais, si vous permettez, déjà embrayer sur le Forum international pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique, parce que le constat est parti de ce que d'ici 2050, la population africaine va carrément doubler. Et nous savons que dès aujourd'hui, il y a un problème par rapport à la précarité de l'emploi. L'entrepreneuriat en Afrique n'est pas toujours aisé. D'ailleurs, le risque, c'est dans tous les domaines. Et donc, ce forum-là veut constituer une plateforme sur laquelle les différents acteurs, les différents leviers se retrouvent pour échanger, pour partager, pour proposer des solutions pour que l'on puisse avoir un environnement assez favorable à l'émergence des entrepreneurs. C'est d'ailleurs pourquoi le thème de cette année, c'est améliorer le climat des affaires pour favoriser l'émergence des entrepreneurs. Et ça va se tenir le 16 mars prochain. Ici au Bénin, ce sera du côté du campus Abomey-Calavi. D'accord, et on précise que la participation est entièrement gratuite. La participation est entièrement gratuite et à ce forum, vous aurez les autorités, c'est-à-dire je veux parler de toutes les institutions qui sont dans ce domaine spécifiquement. Là, vous aurez les autorités locales, vous aurez les entrepreneurs, vous voyez, vous aurez les entrepreneurs. Vous aurez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des prestataires, en tout cas, tous ceux qui ont différentes casquettes qui se retrouvent sur cette plateforme-là pour échanger. Écoutez, par rapport à la question de l'entrepreneuriat, la thématique de l'entrepreneuriat ici en Afrique en général. D'accord. Alors souvent, ce n'est pas le premier forum qui existe non plus. Dites-nous un peu, quel est le plus de ce forum-là? Alors le plus de ce forum, c'est qu'il s'inscrit un peu dans une démarche, je vais dire, inclusive. On interpelle aussi bien les autorités dans les différents pays africains. Ça va se tenir à Cotonou au Bénin. Donc, on va se focaliser un peu plus sur la réalité béninoise pour mettre autour de la même table les autorités les étatiques, les entrepreneurs d'un côté, pour échanger, pour discuter sur la question de l'entrepreneuriat au Bénin. Quelles sont les difficultés que rencontrent les entrepreneurs, comment est-ce que l'État peut accompagner, quels sont les systèmes qu'on peut mettre en place. Et vous savez, la particularité aussi de ce forum-là, c'est qu'il donne la possibilité aux startups, parce que nous avons un concours qui va se dérouler à l'intérieur de ce forum. Ne vous inquiétez pas, on va en venir au concours, si vous permettez. Mais que la participation soit entièrement gratuite, les entreprises naissantes, sans grande expérience, n'ont pas toujours la surface financière qu'il faut. Est-ce que ces entreprises aussi ont leur place au niveau du forum? Absolument, elles ont leur place. On a dit déjà que c'est gratuit, la participation est gratuite, donc il faut être là. Pourquoi être là? Parce que quand on vient, on a la possibilité d'acquérir de l'information. Vous voyez, toutes les réformes qui ont eu lieu, les nouvelles réformes, les nouvelles pratiques qui ont cours dans le pays, les opportunités qui sont disponibles au niveau institutionnel comme au niveau socio-économique, elles sont présentées aux différentes parties prenantes. Les entrepreneurs qui sont là prennent conscience de ce que, bon, ils se trouvent dans un environnement quand même qui leur offre des opportunités, qui leur offre de la marge de manœuvre. Ils sont informés aussi par rapport aux menaces, par rapport aux risques qu'ils peuvent encourir, et par rapport à cela, ils prennent des dispositions
aller confronter cela. Et l'autre chose, c'est le réseautage. Oui. Parce qu'il y a le réseautage. Il y a Ça, des par gens contre, qui ont fait... c'est très important. Absolument. Hein, des gens qui ont fait un parcours, qui ont pris part quelque part et qui peuvent vous enseigner beaucoup de choses. Il y a d'autres... Vous savez, quand on parle de réseautage, il n'y a pas que les entreprises, il y a les investisseurs qui sont là. Il y a également les clients qui viennent pour suivre de tels forats. Il y a les prestataires aussi qui sont là et votre carnet d'adresse s'agrandit. À l'occasion de ce forum, vous pouvez rencontrer peut-être votre prochain associé, votre prochain investisseur. Vous pouvez rencontrer... voilà, celui qui vous ouvre une porte prochainement. Vous pouvez même trouver un marché d'écoulement pour vos produits. Exactement. Celui qui vous ouvre une prochaine porte pour votre produit, votre service, votre idée d'entreprise, votre start-up. D'accord, alors on embranche sur la question prochaine. En quoi cette rencontre contribue-t-elle véritablement à la bonne santé des entreprises? Parce que ça, c'est important. Oui, c'est important. Je pense que déjà, en ce qui concerne la bonne santé, on a dit beaucoup de choses avant de venir sur la question. Oui. C'est déjà l'intervention des structures étatiques. Parce qu'elles apportent une information de très grande qualité à toutes les parties prenantes. À part l'information, est-ce qu'il y aura peut-être une forme d'accompagnement? Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, la forme d'accompagnement ne viendra pas forcément peut-être de façon, je vais dire, unilatérale des structures étatiques qui viennent. En fait, le forum dont nous parlons d'ailleurs sur ce plateau aujourd'hui, c'est un forum international. Donc, il y a tout un réseau puissant qui se trouve derrière, réseau d'institutions, d'entrepreneurs, vous voyez... d'investisseurs et tout ça qui mettent en fait leur capacité, leur puissance à la disposition de toutes les parties, pas toutes les parties prenantes, mais surtout celles qui vont participer, ces entreprises-là, ces startups qui vont participer au concours que nous organisons pour pouvoir les accompagner vers leur succès. Pour rentrer dans un réseau et cela vous permet d'ouvrir plus facilement une porte, de vous retrouver sur un marché plus facilement puisque c'est un truc international. Il y a d'autres environnements économiques qui sont représentés au contact desquels vous allez. C'est pour lever en quelque sorte la barrière, exactement, la barrière qui existe entre peut-être les startups ici avec les autres. Voilà, vous commencez déjà à vous projeter sur d'autres marchés, vous voyez, sur d'autres marchés, sur d'autres environnements. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec celui-ci, avec celui-là, et cette opportunité qui se trouve ici, c'est tout aussi important aussi de le mentionner en ce qui concerne D'accord, mais pour le concours, plus pour les entreprises. Oui. Pour le concours véritablement, qui sont attendus? Alors, à ce concours-là, ce sont les startups qui sont attendues. Si vous êtes Quel genre de startup? Est-ce qu'il y a des domaines particuliers? Exactement, nous allons en parler. 3 domaines sont concernés par ce concours. Il y a l'agriculture, le numérique d'abord, l'agriculture, et puis l'entrepreneuriat féminin. Alors, si vous êtes entrepreneur et que vous avez entre 18 et 35 ans, c'est le moment... Ah, la tranche d'âge alors, on est limité par l'âge, entre 18 et 35 ans. L'idée, c'est de promouvoir en fait l'entrepreneuriat en milieu jeune. Au niveau de la jeunesse. Parce que la jeunesse, vous savez que l'Afrique, les statistiques sont là, c'est pratiquement 60% de la population qui est toute jeune. Et aujourd'hui, les jeunes sont un peu frileux. Et c'est normal. Parfois ils respectent trop l'entrepreneuriat pour s'engager. Les gens ont envie de faire des choses, mais ils n'y arrivent pas. Donc, quand on accompagne des jeunes... On a peur de se casser la gueule, il faut le comprendre. Oui, c'est vrai. Il faut aussi savoir que ça fait partie du jeu. C'est ce qui est intéressant parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord un profil. Il faut avoir le profil. Parce que, vous savez, l'entrepreneur, c'est le visionnaire qui est derrière chaque activité humaine qui se déroule. C'est l'imagination qui jette de la lumière sur le futur. D'accord. Donc, le plus important d'abord pour l'entrepreneur, c'est d'abord l'idée. Voilà, l'idée. Je suis d'accord avec tout vous. Ce que vous... Alors, revenons un peu. Mais pourquoi ces secteurs particulièrement? Quand vous parlez de l'agriculture, le numérique et l'entrepreneuriat féminin, pourquoi est-ce que vous n'avez choisi que ces 3 là? Pourquoi on a choisi que ces 3? Il faut déjà arriver à circonscrire notre action. Parce qu'il faut être pertinent, il faut être efficace. Vous voyez, on aurait voulu embrasser tout, mais on dit que qui trop embrasse, mal étreint. Et il ne faut pas se retrouver dans ce schéma forcément. Mais aussi, il faut reconnaître que le numérique, c'est quand même un secteur assez puissant aujourd'hui qui se déroule très rapidement. Avec beaucoup de réformes, avec beaucoup de réformes, surtout au Bénin. Tout le monde se retrouve à utiliser le numérique. Vous voyez les réseaux sociaux, ce que ça devient aujourd'hui, c'est puissant. Et les jeunes innovent, mais sérieusement en Afrique par rapport au numérique. Nous trouvons qu'il ne serait pas très intéressant de faire un forum de ce genre-là et de ne pas inclure ce secteur assez puissant. L'autre, c'est l'agriculture. Et vous savez très bien que l'indépendance agricole, c'est tout rêver. C'est ce que chaque pays devrait... C'est une question de souveraineté. Chaque pays devrait rêver à en arriver là. Et pour cela,
le FIDEA accompagne la jeunesse dans ce domaine-là pour que d'ici les 15, 20, 30, peut-être 50 prochaines années, nous puissions avoir un Bénin, une Afrique beaucoup plus indépendante au plan agricole, qui soit capable de produire ce qu'elle mange et de consommer également ce qu'elle produit. D'accord. Et le clin d'œil aux femmes? Aux femmes, mais c'est normal. Vous savez, la femme, vous êtes devant moi, c'est vous qui animez cette émission, c'est passionnant, c'est très intéressant. Et là, on ne peut pas faire sans la femme. La femme a quelque chose de magique. Vous savez, tout ce que vous déposez en la femme, ça vous revient multiplié. Ah, d'accord. Ça vous revient multiplié. Je ne veux pas faire de digression. Non, les femmes sont là, elles suivent, elles sont contentes. Hein. C'est juste une parenthèse. Et pour dire que nous voulons encourager l'entrepreneuriat féminin parce que les femmes ont aussi leur place dans ce milieu-là. Elles ont leur mot à dire. Il y en a beaucoup qui réussissent en entrepreneuriat. Et pourquoi pas ici chez nous en Afrique, ici chez nous au Bénin. Il faut donner la chance à la femme également de s'exprimer sur cette plateforme, sur ce terrain-là et de pouvoir produire des résultats. Et donc, je voudrais... on n'a plus le temps, M. Francisco. On va le dire rapidement. Peut-être en 2 secondes. Oui, pour le concours, pour tous ceux qui participeront à ce concours et ceux qui seront retenus, il y a un prix qui est prévu. Nous avons un prix de 2 millions, une enveloppe de 2 millions et un accompagnement personnalisé par des références du monde des affaires et de l'entrepreneuriat. Et la dernière chose, c'est ce que j'ai dit, l'appui d'un réseau puissant d'institutions, d'entreprises et tout ça qui vous accompagne. Merci, M. Francisco, on vous a compris. Ce sera votre mot de fin sur ce plateau. Agnat. Avec vous, on ne peut plus, on n'a plus le temps. Il faut qu'on passe à une autre rubrique. Assome Gaba s'impatiente, c'est Horizon Culture. Voilà, sur Horizon Culture, ce soir, on s'intéresse au cinéma béninois. Jennifer Sativi, déjà reçu pour nous, un réalisateur qui nous parle de ce cinéma béninois, qui promeut nos valeurs, qui nous parle de nos réalités. On la retrouve tout juste dans cet extrait. Le cinéma, c'est l'identité, c'est le miroir d'un pays. Le cinéma, c'est l'œuvre, c'est cette production qui vend culturellement un pays. Et lorsque les cinéastes comprennent cet enjeu, forcément, ils partent des vécus de leur pays, de leur histoire, de leurs êtres, ce qu'ils sont en réalité, pour produire des œuvres qui plaisent forcément à tout le monde. Le développement de tout pays part par le développement de sa culture. Et les aînés, ceux-là qui ont un certain âge, comprennent facilement la chose. Mais la grosse difficulté réside forcément au niveau de la jeune couche montante. C'est à ce niveau-là que nous allons travailler. Leur expliquer que c'est vrai qu'ils ont l'habitude de consommer des œuvres venues d'ailleurs, qu'ils ont l'habitude de voir des réalités qui ne ressemblent pas à nos réalités, mais qu'ils aient conscience que nous avons une identité culturelle. Nous avons nos réalités endogènes que nous pouvons banaliser. Et lorsqu'on aura réussi à inculquer dans leur tête que, en vérité, nos réalités culturelles, nos vécus culturels, ce ne sont que par ces canaux-là que nous allons faire développer notre pays et faire rayonner davantage notre pays. Vous allez voir que désormais, nos salles de cinéma et nos productions seront beaucoup plus acceptées par tout le monde. Voilà, être accepté aujourd'hui dans un monde de diversité, cela passe par la revendication de ces valeurs culturelles, de ces valeurs aussi sociétales. Et c'est surtout pour ça que Assome Gaba a choisi de nous parler ce soir du cinéma béninois quand il raconte nos réalités. Assome Gaba, bonsoir. Bonsoir, Agnat Onifade, bonsoir chers téléspectateurs. D'accord, alors on devrait recevoir sur ce plateau Côte Balogun, un réalisateur, pour pouvoir parler, mais il n'est pas là. Mais nous avons notre journaliste culturel à maison et vous le connaissez, c'est Assome Gaba. Assome Gaba, c'est un plaisir d'en parler avec vous. Le cinéma béninois, quand il raconte nos réalités. Déjà, vous, est-ce que ce type de cinéma, vous l'aimez bien? Bon, parlant du cinéma béninois, tout à l'heure vous parlez de Claude Balogun qui devait être par exemple sur ce plateau. C'est quand on parle du grand rendez-vous, on parle des rubriques, c'est des scénarios
qu'on peut vraiment écrire, pour vous dire que depuis qu'on a tenté bien sûr de le contacter, mais ça ne marche pas. On n'arrive pas. Si on doit vraiment écrire tout ce scénario, vraiment c'est un film, vous allez voir les réalités qui se trouvent derrière bien sûr le grand rendez-vous. Alors, pour venir, surtout sur Horizon Culture. Sur Horizon Culture. Alors, pour vous revenir bien sûr à votre question, parlant bien sûr du film béninois, vous savez, on reconnaît facilement le film hindou, on connaît avec, avec tous la ces chanson, acteurs. les mélodies et les danses. Les mélodies, les danses et tout. Ça fait ressortir la culture hindoue et tout le reste. On reconnaît rapidement le film américain. On sait que ça, ce sont des Américains qui sont plus proches de nous. Le film nigérian, avec toutes ces variantes, ou le film Igbo et le film Yoruba. Rapidement, on arrive à reconnaître ça parce que ça fait ressortir en réalité leur quotidien, comment les choses qui se passent, l'actualité, leur tradition et tout le reste. Alors, quand on parle de film béninois, il y a beaucoup de critères aussi qui permettent aux gens, au public, de reconnaître que ça, c'est un film béninois. Par exemple, nous dirons que c'est l'accent. C'est l'accent vrai, des acteurs. Il y a l'accent des acteurs. Même quand cet acteur béninois se retrouve dans un autre film qui peut-être est Yoruba ou qui peut-être est américain, bon, cet acteur peut se dire en réalité, bon, on peut le reconnaître facilement à travers, bien sûr, son accent. Mais il y a surtout les accoutrements, mais beaucoup plus un film qui raconte par exemple nos réalités, où on retrouve la personne en train de raconter l'histoire peut-être d'un village, même si c'est en fiction ou en documentaire. Vous savez, en matière de documentaire, le problème ne se pose pas trop, mais il y a du côté de la fiction où on doit davantage mettre ce qui est vraiment béninois, parce qu'on a beaucoup de réalités. On est un peuple, on a une histoire, on est un peuple, il y a beaucoup d'événements contemporains qui se passent aussi, des contes et tout le reste. Donc, on a eu beaucoup de rois, des rois reconnus et connus à l'international. Donc, ce sont des histoires, des événements qui se trouvent derrière tout ça. Et quand on parle d'histoire, quand on parle d'événements, c'est une source d'idées pour ceux qui écrivent donc les scénarios pour pouvoir réaliser des films. D'accord. Mais avec tout cela, vous parlez de notre histoire, c'est vrai, à l'école on nous l'a appris, les rois et tout ça. Nos réalisateurs aujourd'hui, est-ce qu'ils sont passés à l'acte? Est-ce que pour eux, peindre nos réalités, c'est important pour eux? Bon, je pense qu'il a dit tout à l'heure, Serge Yehou, vous l'avez suivi, bon, il se met dans une génération d'acteurs de cinéma béninois qui n'est pas aussi trop récent, mais qui reste quand même dans l'actualité, parce que vous l'appelez beaucoup plus au lieu de Serge Yehou, beaucoup le connaissent, sous le nom du personnage Monsieur le Président. Vous savez, l'ex-président, il a joué tout le reste. On a eu également, au temps du président Mathieu Kérékou aussi, un film qui transparaît, qui parlait bien sûr de son histoire, et tout le reste. L'actuel aussi, je pense qu'il y a également des films qui sont en cours, qui sont sur le marché. On en a vu également sur les réseaux sociaux annoncés. Donc, c'est pour vous dire que ce sont plutôt des films qui font transparaître, qui représentent des personnalités, par exemple, de notre pays. Par exemple, c'est un start-up qui, par exemple, béninois, qui crée quelque chose et qui marche et qui impacte, par exemple, un village, qui impacte une communauté. On peut s'en inspirer pour essayer de faire ressortir cette histoire-là. Je pense que c'est des choses qui manquent au film béninois. On veut ressembler, on veut faire un film qui ressemble beaucoup plus aux Américains. Oui, mais c'est parce qu'on a parfois l'impression, je me mets à la place des réalisateurs, pour eux, parfois, le public béninois aime bien ces films qui viennent de l'extérieur. Est-ce que forcément le public béninois a envie de voir ces réalités à la télé? Le problème, c'est que quand les autres nous envahissent avec leur production, c'est qu'on montre au public béninois, en réalité, que voilà ce qu'on appelle film. À part ça, il n'y a plus autre réalité. Tout le reste, c'est amateur. Voilà ce qu'on appelle film, tout le reste, c'est amateur. Alors, quand ça entre dans cette idée, dans cet état d'esprit, c'est sûr que le consommateur ou le cinéphile béninois ne se retrouve pas à travers, bien sûr, les marques. Pour le reste, c'est que c'est du théâtre. Ce n'est pas un film. C'est du cinéma aussi. Ce que
vous voyez, le Nigeria, en mettant en place, bien sûr, son cinéma à Bollywood, vous allez remarquer que ce sont les réalités. On parle même le Yoruba et tout le reste. Donc, pour montrer au public nigérian, en réalité, que quand les autres font leur film, ça respecte leur réalité. Mais chez nous aussi, et il ne faut pas oublier que le cinéma fait partie donc, des premiers secteurs qui marchent le plus au Nigeria et qui fait que le PIB nigérian est en évolution. Oui, mais à Gaba, il y a quand même quelque chose qui est particulier avec le Nigeria, c'est que la plupart du temps, les autorités gouvernementales ont décidé d'accompagner ce type de film. Est-ce qu'ici aussi, on ne gagnerait pas à avoir une initiative qui encourage beaucoup plus les réalisateurs à aller vers ce genre de film? Je pense que du côté gouvernement, du côté des acteurs, du côté de la direction de la cinématographie, l'élan est beaucoup plus pris et qui va vers l'histoire de nos rois, par exemple. On a connu des rois, le roi Kaba, Glélé, Béhanzin, le roi de Kétou et beaucoup d'autres régions de notre pays. Si on prend uniquement les histoires de ces rois, et de ces royaumes, je pense que ça nourrit déjà. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait au niveau, bien sûr, de la direction de la cinématographie, où on a même maintenant les acteurs à beaucoup plus penser à ces histoires-là, à beaucoup plus penser aux concepts, aux aspects qui permettent vraiment au public béninois de se retrouver dans leur production. On ne va pas dépenser, on ne va pas financer ce qui va faire transparaître d'autres réalités, mais beaucoup plus ce qui fait transparaître nos histoires et nos réalités, que ce soit des histoires des temps anciens ou ce qui se passe en réalité. Vous savez, la science également participe à la réalisation. À la science, il faut expliquer la chose en réalité aux téléspectateurs, parce que vous imaginez, quand on parle par exemple de la question de l'environnement, où on parle aujourd'hui de changement climatique et tout, ou imaginez on parle de rejet de déchets, comme tout à l'heure. Voilà, imaginez par exemple qu'on écrive une histoire, un scénario sur les effets des sachets plastiques sur l'environnement. Si on n'arrête pas, par exemple, l'utilisation des sachets plastiques, dans 50 ans, ce qui pourrait arriver. Donc on matérialise en fait ce risque qui pourrait arriver dans 50 ans. On imagine et on matérialise cela, on fait ressortir cela dans les scénarios. On va sensibiliser tout de suite et ça va amener les uns les autres à voir. Mais si dans 50 ans, si on ne fait pas attention aujourd'hui, donc dans 50 ans, c'est ce qui pourrait arriver. Et donc, ça pourrait vraiment amener le public à facilement laisser cela. Je pense que c'est ce que nous gagnons, bien c'est ce que nous allons gagner à beaucoup plus faire transparaître nos réalités dans les scénarios, dans nos productions cinématographiques. Mais quand on parle de scénario, on parle de script, on parle de l'écriture. Oui. Et pour tout ça, je ne sais pas, il faut pas seulement l'idée, mais il faut passer de l'idée à la transcription. À la transcription. Donc je me dis peut-être que, est-ce que nos histoires motivent autant? Est-ce que ça inspire véritablement les réalisateurs? Est-ce qu'ils se sont emballés? Vous savez, quand vous voyez, c'est vrai que je ne suis pas acteur de cinéma, avec mon expérience que j'ai reçue des festivals de cinéma à l'international, quand les autres écrivent les techniques d'écriture, de cinéma et tout le reste, c'est vrai que c'est universel, mais ça s'ancre beaucoup plus dans leur réalité. Alors, il va falloir ramener ça ici, dans nos réalités, et voir comment est-ce qu'il faut écrire désormais pour que ça puisse respecter les scénarios ici au Bénin, ça puisse intéresser le public béninois. Donc c'est cet aspect-là qui est en train d'être mis en exergue par les acteurs du cinéma. On a vu CJEU animer des ateliers pour montrer, par exemple, aux acteurs béninois, surtout les jeunes, dont il parlait bien sûr dans cet élément, comment il faut écrire et faire ressortir vraiment nos réalités dans les écritures, dans les scénarios, dans les transcriptions. Assim Gaba, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'espère que Claude Balogun sera là la prochaine fois. Oui, et je souhaiterais que vous lui posiez la question de savoir si véritablement
quand nous aurons des films qui vont transcrire un peu notre réalité, est-ce qu'on pourra les vendre au niveau des différents festivals internationaux qui existent? Assem Gaba, donc on maintient la question pour la prochaine fois. Oui, c'est ce qu'on va gagner, d'ailleurs même, c'est ce qu'on va gagner, je pense, quand ça raconte vos réalités que les autres ne connaissent pas, ça intéresse beaucoup plus. Merci Assem Gaba, mesdames et messieurs. Les différents plateaux du Grand Rendez-vous sont en train de s'achever. Nous nous rendons à présent à la rédaction pour le journal. Uvas Balogun nous attend. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à BB24. Voici le sommaire de cette édition. Chaque jour, la peau est exposée à différentes conditions d'humidité et de température qui peuvent avoir un effet négatif. Peau et climat, quel est le bon alliage? Vous avez un projet de création d'entreprise, mais ne savez pas comment vous y prendre ni quelles sont les étapes importantes à suivre. On vous en donne les clés dans un instant. Le Sénégal s'active pour la prochaine campagne de commercialisation de la pomme de terre. Les acteurs agricoles font le tour des exploitations pour constater la maturation de la production. Depuis hier, il se tient à Cotonou les premières journées béninoises de dermatologie-vénérologie. Mises sous le thème peau et climat, ces journées visent à mettre l'accent sur le fort taux de prévalence induit par les changements climatiques. Françoise Nissou et Enoch Mpati étaient présents. Certaines maladies de la peau, comme l'ulcère de Bureli, la dermatite atopique, sont aujourd'hui liées aux effets néfastes des changements climatiques. Deux affections qui font appel à une consultation dermatologique. L'ulcère de Bureli, c'est d'abord une maladie de peau qui sévit dans les milieux tropicaux et qui est due à un germe qui est similaire au germe qui cause la lèpre et la tuberculose. Au Bénin, même si le mode de transmission de cette affection reste inconnu selon les spécialistes, son taux de prévalence est en nette régression depuis 2003 comparé à l'Australie, un pays tropical ayant presque les mêmes caractéristiques que le Bénin. On a d'abord vu qu'il y avait un pic jusqu'en 2006, jusqu'à pratiquement 1000-1500 cas par an. Et après 2006, nous avons observé que le nombre de cas annuels est en constante diminution. Et de nos recherches documentaires, ce que nous avons pu constater rapidement, c'est que au Bénin, on constate qu'il y a une tendance à l'augmentation de la température d'année en année et à une réduction des précipitations d'année en année. Mais par contre, en Australie, on a également une augmentation de la température, mais une augmentation concomitante des précipitations. Contrairement au Bénin où les précipitations diminuent, en Australie, les précipitations augmentent dans le même sens que la température. Les changements climatiques constituent désormais une menace pour la peau et donc pour la santé humaine. La preuve, la dermatite atopique, qui était au départ une maladie des enfants, connaît aujourd'hui au Bénin et partout dans le monde un taux de prévalence non moins négligeable chez les adultes. C'est une maladie classiquement qui commence chez les tout petits, je vais dire souvent vers l'âge de 6 mois, donc on voit les premiers cas. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'à travers des enquêtes qui ont été effectuées, plus de 25% des adultes commencent leur maladie à l'âge adulte, alors que classiquement on se dit ça commence chez l'enfant et puis ça va évoluer après, ça va même disparaître au cours de l'évolution à l'âge adulte. Ce qui n'est pas le cas. On a des gens qui sont âgés et qui vont avoir leur maladie débutée alors qu'ils sont déjà adultes. Et nous, dans l'enquête que nous avons eu à effectuer ici au CNHU, on avait par exemple les gens qui avaient plus de 50 ans, il y avait 8% de nos malades qui avaient la dermatite atopique, donc ils ont commencé la maladie un peu plus tard. Cette affection varie selon le type et la couleur de la peau. Pour faire face à ce mal du siècle, plusieurs défis sont à relever. Le défi, donc, c'est la formation. Le deuxième défi, c'est avoir un plateau technique
suffisants qui accompagnent la prise en charge de cette maladie-là. Les défis aussi, c'est les échanges entre les pays. Les bourses de formation pour les spécialistes sont vraiment très réduites. Donc nous avons besoin que le politique nous accompagne pour qu'on ait beaucoup plus de bourses pour former les collègues médecins généralistes notamment. Mais le défi aussi, c'est les traitements. Il y a des traitements dont nous ne disposons pas face à des cas sévères, notamment dans nos régions. Et nous avons besoin que ces traitements qui existent ailleurs puissent être également disponibles aussi chez nous. Donc il va falloir travailler dans ce sens-là pour avoir des médicaments disponibles afin de prendre en charge nos patients qui sont malades. Les maladies liées au changement climatique sont plus que désormais d'actualité. Chacun est appelé à faire un peu plus d'efforts pour réduire les effets pervers de la pression exercée sur la nature pour que le monde se porte mieux. Connaître son plan de développement d'affaires afin d'apporter une réponse durable aux difficultés rencontrées au sein de son entreprise. C'est souvent l'objectif des formations en faveur des jeunes promoteurs d'entreprises. On se demande très souvent qu'est-ce qu'un plan d'affaires et quelle est son utilité. Plus de réponses avec Edwige Agossou et Lazare Migan. C'est un document qui prend en compte une étude préalable de marché, décrit de façon très claire ce que l'entreprise ambitionne de faire, ainsi que le projet d'évolution qu'on pense, et qu'on pense à partir des chiffres très précis, les chiffres qu'on pense que l'entreprise va atteindre. Le parcours d'un entrepreneur est jalonné de difficultés auxquelles il est pourtant nécessaire de faire face. Au début, c'est carrément difficile parce que vous faites tout. Vous êtes tout. Vous êtes comptable, vous êtes directeur des ressources humaines, vous êtes secrétaire, vous êtes tout à la fois. Et quand vous n'avez pas un financement ou bien quand vous n'avez pas des gens qui vous supportent à faire ça, c'est vraiment difficile. On se retrouve seul à des moments. On passe même des nuits blanches à essayer d'entreprendre. Un jeune entrepreneur qui a commencé peut avoir des difficultés sur le plan managérial. C'est-à-dire comment gérer les fonds par exemple, comment gérer le stock, comment rechercher le marché, comment conquérir de nouveaux clients, comment fidéliser le client. Participer aux séances de formation entrepreneuriale en ayant sur soi son plan de développement d'affaires est une condition sine qua non pour tout bon entrepreneur. Il ne se forme pas suffisamment pour savoir comment gérer une entreprise, comment la créer, comment la gérer, comment assurer sa pérennisation. Et donc, il leur manque de la formation d'abord. Le financement qu'on évoque vient bien après. Et donc, c'est un environnement où de jeunes entreprises naissent, mais meurent également prématurément. Tout entrepreneur, à un moment donné de son cycle, doit marquer une pause, doit évaluer ses capacités entrepreneuriales, doit revoir son business plan. Et s'il ne l'avait pas, c'est le moment pour lui de l'avoir et de travailler à accroître ses performances aussi bien personnelles que l'essor de l'entreprise. Créer une entreprise ne consiste pas uniquement à mobiliser des moyens financiers. D'autres paramètres entrent en ligne de compte. Le mentor a cette consigne: décourager autant que faire se peut l'habitude du jeune entrepreneur à mettre la ressource financière en premier et à la prioriser. Et donc, lorsque le jeune entrepreneur a identifié ses ressources, l'amener à identifier l'ordre de priorité. Si l'argent est sa priorité, son échec est à 90% consommé. Et pour éviter l'échec, la planification est fondamentale pour toute entreprise tout au long de son existence. Vous le savez, les inondations cycliques à Cotonou engendrent chaque année un calvaire pour les populations, les motocyclistes et les automobilistes. Et pourtant, il y a 16 ans, le projet 3CI était mis en œuvre. Aujourd'hui, quelle stratégie utiliser encore pour des solutions efficaces et durables de lutte contre les inondations? Alain Tossono, journaliste spécialisé en environnement, nous donne quelques réponses. Depuis 2010, où nous avons eu la plus grande inondation donc, qui s'est soldée par des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants, on devrait avoir une politique publique efficace pour contrer la question des inondations. Fort heureusement, avec le gouvernement de la rupture, il y a l'un des projets phares, c'est donc le projet d'assainissement pluvial, donc, qui consiste donc, sur une surface de 50 km² sur les 70 km² que compte donc, la ville de Cotonou, donc à réaliser des exutoires, donc des canalisations pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement.
Même si on a donc des caniveaux, ce n'est pas dans tous les quartiers que vous les avez. Vous n'avez pas beaucoup d'exutoires, des collecteurs qui permettent de mobiliser beaucoup plus l'eau et d'aller donc les évacuer soit dans la lagune, soit dans le lac et tout. Donc je crois que ce projet d'assainissement fluvial constitue l'une des réponses, mais pas toute la solution à la question donc des inondations. Au-delà de ce projet, il faut repenser toute la problématique donc des inondations dans la ville de Cotonou. Il faut faire en sorte qu'en amont, on puisse réaliser aussi des barrages, de grandes infrastructures de mobilisation donc de l'eau que l'on peut valoriser pour l'agriculture, le maraîchage et même l'hydroélectricité pour empêcher que ces eaux-là descendent et donc viennent ici encore exacerber déjà la situation que nous avons. En Côte d'Ivoire, en nouvelle brève, plus de 4 000 milliards de francs CFA de produits importés par an sont contrefaits et frauduleux. C'est une information rendue publique par le directeur général du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire, Kaladi Fadiga. Les produits de consommation, la tomate, les bouillons alimentaires, le riz, les produits électriques et les pagnes sont entre autres les produits concernés par ce fléau. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, des études menées par la Banque africaine de développement concernant l'Afrique de l'Ouest révèle que 26 000 milliards de francs CFA sont perdus par an en termes de recettes fiscales dues à la fraude et au commerce illicite. L'Agence de régulation des médias du Sénégal se mobilise déjà pour la prochaine campagne de commercialisation de la pomme de terre. En tournée dans certaines régions du pays, ils ont pu constater que la production était arrivée à maturation. Reportage. Grâce aux résultats du PRODAM, la région de Matam occupe actuellement une place importante dans la production de pommes de terre. Chaque année, c'est près de 36 000 tonnes d'oignons et de pommes de terre qui sont produites dans les 46 pas de Matam, Kanel et Podor. À ce stade de la production, nous faisons en sorte que les opérateurs commerciaux qui ont déjà souscrit des programmes de commercialisation de produits, parce qu'ici, nous vendons avant de produire, c'est la base des contrats des CIPA. Ils viennent à ce stade regarder un peu le stade de la production, voir un peu la qualité, poser des questions et se refaire un peu dans le cadre du partenariat. Maintenant, la partie qu'il faudra assurer pour que les CIPA puissent atteindre leur potentiel de production, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin. C'est arriver à mettre en rapport les opérateurs de marché et les producteurs des CIPA pour que ces gens-là puissent avoir un marché assuré, pour que tout le potentiel de production puisse être exprimé. Aujourd'hui, la région de Matam fait partie des zones qui émergent en matière de production d'oignons et de pommes de terre. Et de l'avis de l'autorité de régulation des marchés, la qualité est satisfaisante. Au niveau production, nous avons une excellente qualité qui est là. Maintenant, il reste à travailler sur la qualité commerciale du produit. Parce que souvent, nous avons une production qui est là, qui est bonne en termes de qualité et rendement. Mais entre la production, c'est-à-dire les champs et le marché, c'est là où nous avons quelques difficultés au niveau des conditions de récolte, les conditions de transport et le stockage, etc. Dans quelques semaines, la pomme de terre de Matam sera récoltée et commercialisée. L'intérêt de ces visites de terrain est de permettre à l'ARM de réguler les différentes zones de production d'oignons et de pommes de terre, afin d'éviter une saturation du marché qui peut être préjudiciable aux producteurs locaux. On finit par cette nouvelle brève. Le flux des investissements directs étrangers au Maroc a atteint plus de 1 963 milliards de francs CFA en 2018 contre 1 570 milliards de francs CFA un an auparavant, soit une progression de 25,9%. Ce rebond provient de la hausse des recettes plus accentuée que celle des dépenses, explique l'Office d'échange dans une note sur 16 indicateurs mensuels des échanges extérieurs au titre de l'exercice 2018. En revanche, le flux des investissements directs marocains à l'étranger a reculé de 45,1% l'année dernière. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Je vous retrouve demain. Voilà, Yves Balobou, merci à vous pour ce journal si bien achalandé. Nous passons à présent à notre rubrique ActuWeb. Vous connaissez dorénavant notre rédaction web Maison. Adonis Bongo est là pour nous en parler. Adonis Bongo, bonsoir. Bonsoir Niat. Comment vous allez? Ça va bien. Vous Comment êtes se porte?
Oui, en couleur, oui. Et on finit la semaine en En couleur. couleur. On commence le week-end en couleur. Et on commence le week-end en couleur. Pour que l'autre semaine soit aussi en couleur. Voilà, on a compris le jeu de mots. Dites-nous un peu, les internautes aussi sont en couleur? Oui. D'accord, donc on vous écoute, ils ont quoi pour nous? Bon, nous avons essentiellement 2 sujets pour ce week-end. D'accord. Savez-vous que ceux qui se sont engagés dans les crypto-monnaies au Canada sont dans certaines difficultés maintenant? Ah oui, et pourtant on disait que c'était la monnaie de l'avenir. Eh bien, un PDG, à l'âge de 30 ans, Gérard Colten, est décédé en décembre dernier. Et sur son ordinateur, il avait recensé toutes les monnaies qui ont été... Parce qu'il dirige une société. Oui. Donc, c'est cette société qui faisait les échanges, qui faisait les transferts. Quand il est décédé, et les monnaies ont été stockées en ligne pour éviter tout piratage, on n'a pas le mot de passe pour son ordinateur. Donc l'affaire aurait pu se résumer à un simple terme privé, sauf que le défunt était le seul à connaître les mots de passe donnant accès au portefeuille connaissant la monnaie virtuelle. Alors, maintenant, ils deviennent quoi tous ceux qui sont détenteurs de cette monnaie? Rendant toute tentative de récupérer les fonds. Le site Croadica Science a déposé alors une demande pour être placé sous la protection de la loi contre les faillites, car le site doit plus de 250 millions de dollars canadiens, soit 169 millions d'euros à 115 000 clients. Bon, ce n'est que les Canadiens, hein. J'espère qu'il n'y a pas d'Africains qui soient touchés par cela. Ah bon, je ne sais pas trop, on n'a pas donné l'identité des clients. Certains fonds ont pu être récupérés, mais la majeure partie est détenue dans des portefeuilles sous forme notamment de 26 500 bitcoins, 430 000 Ethers, ainsi que des millions de dollars en bitcoins cash, soit tout d'environ 125 millions d'euros. Rien que pour un simple mot de passe, on a perdu tout ça? Ah oui. C'est énorme. Hein? Ah ouais, donc est-ce que le test le dit, est-ce qu'il faut dorénavant être beaucoup plus inquiet quand on veut aller vers le Bitcoin? Non, mais est-ce que l'inquiétude est là? C'est juste qu'en voulant prendre des garde-fous, il ne savait pas qu'il allait mourir. D'accord, on ne prévoit pas la mort. On ne prévoit pas la mort. On ne prévoit pas la mort. Voilà, donc ce n'est pas le Bitcoin en lui-même qui pose problème. C'est le mot de passe qui pose problème. Le mot de passe, c'est celui qui a stocké la monnaie virtuelle. D'accord, vous avez une autre information pour nous? Le deuxième sujet, c'est qu'hier, malheureusement, les agences anglaises, l'agence britannique chargée de retrouver les recherches après le drame d'Emiliano Sala, a annoncé qu'ils ont retrouvé son corps. Après avoir rendu... Face à cela, beaucoup de personnes ont commencé à rendre hommage à Emiliano Sala. Le premier, d'abord, c'est la Ligue 1 qui va, sur tous les stades de ce week-end, avoir au moins 1 minute d'acclamation en l'honneur de Emiliano Sala. Il le mérite, hein? Il le mérite. Comme on le dit, il est parti les âmes à la main puisqu'il allait rejoindre son nouveau club. Cardiff qui n'a pas pu déjà même jouer un seul match avec. Comme hommage, la Ligue professionnelle de football a appris hier soir avec une tristesse le décès d'Emiliano Sala. À l'occasion de la 24e journée de la Ligue 1 conformément à de Domino League, une minute d'applaudissements sera observée sur tous les terrains. À partir d'aujourd'hui ou à partir de d'aujourd'hui, il y a des matchs aujourd'hui. Il y a déjà des matchs aujourd'hui. Oui, un autre message du club vert, on aurait préféré qu'Emiliano Sala renforce le FC Paradis plus tard, beaucoup plus tard. Mais il manquait certainement là-haut un attachant qui ne lâche rien. FC Paradis. FC Paradis. Adonis Borou, je veux surtout pas que vous allez y jouer. Hein? Pas maintenant. Vicente Lizarazu, toutes mes pensées à sa famille et à ses proches. Justement, comment est-ce que les proches ont pris la nouvelle? Est-ce qu'ils ont réagi? On a des tweets? On avait le tweet de son papa. Il n'avait pas encore réagi après la nouvelle d'hier, mais en tant que l'avion avait été retrouvé, il était déjà triste. Il n'y avait plus d'espoir. Nous voyons quelques images d'espoir à Emiliano Sala. Il y a une image qui a fait le buzz sur la toile, c'est la chienne d'Emiliano Sala qui était devant sa porte à attendre le retour de son maître. J'aimerais bien voir cette image, hein, si c'est possible. Vous la montrerez après. On va nous la montrer après. Les animaux sont toujours fidèles, hein, on compatit à la douleur de la famille et surtout des fans aussi, hein, qui sont quand même nombreux à répondre. Et ici, c'est aussi sur ce plateau que ça a été annoncé, que les recherches se poursuivent. Adonis Borou revient nous annoncer la mauvaise nouvelle qu'il est parti, mais il est parti les âmes à la main. On n'oubliera pas son parcours, n'est-ce pas, Adonis Borou? Le FC Nantes, nous ne l'oublions pas. Merci beaucoup, Adonis Borou. On vous retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres informations sur la toile. Nous faisons ensemble à présent le rappel de la météo, surtout pour vous qui venez de nous rejoindre.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc avec la météo que nous allons clôturer cette émission. Mais avant, le rappel de la citation du jour. Ce soir, notre citation, elle nous vient de Bill Cosby et elle dit ceci: « Pour réussir, votre désir de réussir doit être plus grand que votre peur de l'échec. Pour réussir, votre désir de réussir doit être plus grand que votre peur de l'échec. » C'est donc une exhortation de Bill Cosby, surtout pour tous les futurs entrepreneurs. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. On prend rendez-vous encore pour le grand rendez-vous semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie des programmes de BB24.